Vue sur Terre part à la découverte du Nouveau-Mexique, 5e plus grand État américain. Avec à peine 1% de la population du pays, c'est un des endroits les moins peuplés des États-Unis. Situé entre le Texas et l'Arizona, le Nouveau-Mexique est une terre de grands espaces désertiques et montagneux. Sarah a grandi à Taos, sur les rives d'un fleuve mythique, le Rio Grande. Elle y consacre tout son temps. Passionnée de kayak et de descente en eau vive, Sarah a la vie simple et libre de ceux qui ont trouvé leur chemin. James repousse les frontières de la vitesse, du risque et de la peur. Lancé à plus de 80 km/h, il est à la recherche du point d'équilibre entre adrénaline et harmonie. Avec lui, le skateboard est plus qu'un sport extrême. Il devient un art à part entière. Il y a 10 ans, Christy est revenue sur la terre ancestrale des Apaches, au sud du Nouveau-Mexique. En quête d'identité, elle entreprend aujourd'hui un voyage initiatique au cœur de l'univers indien. Christy remonte ainsi le fil de son histoire. Tu peux regarder autour de toi et ne voir que des insectes, de la poussière et la sécheresse. Ou alors tu ouvres les yeux et c'est vaste, grand et sauvage. Alors je pense qu'il faut avoir quelque chose en soi qui fasse écho à tout cela. C'est pourquoi pour moi, être une descendante indienne est si important, car c'est mon sang et mes gènes qui me permettent de comprendre ça. Le sud du Nouveau-Mexique était le territoire des Apaches. Christy Moya et Joe Sands sont des descendants indiens. Leurs ancêtres faisaient partie de la tribu des Chiricahua. En parcourant ensemble ce vaste territoire sauvage, Christy et Joe retrouvent ainsi l'esprit des Apaches qui plane sur ces montagnes. Au Nouveau-Mexique, la culture apache a presque totalement disparu à l'époque de la conquête de l'Ouest. Aujourd'hui, les Indiens sont regroupés dans des réserves. Farouchement attachés à leur liberté, Christy et Joe refusent de vivre sur ces terres rétrocédées par le gouvernement américain. Il y a une dizaine d'années, Christy apprend par hasard qu'elle est mestiza, sans mêlée, descendante d'Espagnols et d'Apaches. Cette découverte a changé le cours de sa vie. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans et mon ascendance apache vient de son côté. Mon père m'avait caché son histoire et aussi que j'avais une famille indienne. J'avais 3 tantes, une grand-mère et un grand-père. Et jusqu'à la mort de mon père, j'ignorais tout ça. Un jour, mon frère m'a téléphoné et il m'a dit « Christy, tu es bien assise ?» On a eu un coup de fil d'une émission de radio qui recherche les personnes disparues et notre tante Connie nous a retrouvés. Elle s'est présentée à la radio. Ça a été un peu difficile de vivre ça en direct à la radio nationale.
Alors l'émission a organisé les retrouvailles et ils nous ont emmenés en limousine et en hélicoptère à San Francisco. C'était très émouvant. Avant de connaître l'histoire de sa famille et de retrouver ses origines indiennes, Christy était graphiste dans le nord de la Californie. Elle avait une vie confortable, au bord de l'océan Pacifique, où elle a élevé ses 2 filles. Aujourd'hui, sa vie a changé. Elle a choisi de tourner la page et d'écouter son instinct. Elle est venue vivre dans ces espaces immenses pour retrouver l'identité apache qu'on lui avait cachée. Peu à peu, Christy renoue les fils d'une histoire longtemps occultée. C'est assez fréquent pour un descendant d'Indien d'ignorer ses origines. Il y a encore de la honte. Il faut se souvenir que dans les années 40, il y avait des panneaux sur les bâtiments publics qui disaient « Pas d'Indiens, pas de chiens ». No Indians, no dogs. Au ranch Padilla, Joe soigne ses chevaux pour le voyage qu'il prépare avec Christy. Sur la terre ancestrale des Apaches, c'est un pèlerinage qu'ils entreprennent. Ça, c'est un sandwich western. Quand tu es sur la piste, tout ce que tu as à faire, c'est de le manger. Quand ils pourchassaient les Indiens par ici, les militaires se plaignaient souvent de la difficulté du terrain. Mais les Apaches s'en sortaient bien. Ils étaient adaptés. Nous, on pense que cette terre a été créée spécialement pour nous. Dans les prochains jours, en Californie, à 1500 km de là, l'une des filles de Christy doit donner naissance à une petite Apache. Elle va être grand-mère. Cet événement, Christy veut le célébrer dans un lieu sacré, la source Warm Spring, une légende dans l'histoire de tous les Apaches. Pour y parvenir, il n'y a qu'une seule piste. 4 heures de route à travers le désert. Ensuite, Christy et Joe devront poursuivre à cheval pendant 2 jours. Je connais bien les chevaux. Alors si je dois sceller de nuit sans rien voir, je peux le faire. Tout peut arriver dans la nature. Je ne sais pas si je suis à moitié cheval. Mais je sais ce qui est bon pour eux. Je comprends leurs besoins. J'aime ce que je fais et je veux que mes chevaux soient en bonne santé. Mais si, il est à moitié cheval. C'est vrai. Nos chevaux, ils font partie de nous. On peut se demander si Joe est un peu cheval, mais les chevaux, eux, ne sont-ils pas à moitié indiens? Pourquoi pas?
C'est pas donné à tout le monde de vivre une expérience où la terre, l'eau, les montagnes deviennent une partie de ton propre corps. C'est pas une question de propriété, de contrôle ou de frontières. C'est que cette terre sauvage, ce sol a recueilli les os de nos ancêtres. Joe, du point de vue Apache, est un frère. Ce qu'il a fait pour moi, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Il m'a donné les clés de la culture et de l'histoire Apache en parcourant notre terre. On a voyagé plus ou moins 2 ans ensemble à travers le territoire Apache, qui s'étend d'ici jusqu'à Tijuana, au Mexique, au-delà des montagnes. Grâce à lui, j'ai pu parcourir tous les endroits où notre peuple a vécu. Joe a été élevé dans la plus pure tradition au sein d'une famille fière de sa culture. Son prénom indien, c'est Mbatsu, le loup. Il est devenu le meilleur ami de Christy. Ensemble, ils remontent le cours de leur histoire commune, vers l'origine de leur monde disparu. Ma famille m'a appris à faire corps avec la nature, à ne pas trop utiliser d'outils, de véhicules. Il y a des endroits qui doivent rester intacts. On ne doit rien laisser derrière nous, sauf nos empreintes de pas et de sabots. Les anciens nous ont appris à protéger ce que l'on a. C'est notre devoir et notre responsabilité. Il n'y a rien de comparable à cette terre sauvage, si calme, si vaste. Nous ne sommes que de petits détails dans un immense tableau. C'est notre terre, c'est dans ma chair, dans mon sang. C'est la terre Apache. Au Nouveau-Mexique, cette terre est aride et semble vouloir garder ses secrets. Pourtant, on raconte que c'est une source d'eau claire qui a donné vie à la mère de tous les Apaches.
Ce soir, Christy et Joe ne sont plus qu'à quelques heures de cheval de ce ruisseau sacré. Des matins comme celui-là, quand la journée commence, c'est un bon moment pour se recueillir. La nature s'éveille et c'est ce changement que j'aime. La nuit dernière, on a entendu des coyotes qui chantaient. J'aime savoir qu'on est entouré d'animaux, voir leurs traces, écouter les oiseaux. C'est pour ça que je suis là. T'as entendu la bagarre la nuit dernière? C'était très tôt ce matin, mais je pense pas que c'était si gros que ça. Je crois qu'il y a un ours dans cette vallée. Un ours affamé. Je l'attends. C'est au pied de ces collines que coule Warm Spring, la source sacrée des Apaches. Joe connaît bien cet endroit. Il y vient souvent pour renouer avec les esprits de son peuple. C'est la source mythique et le cœur de la spiritualité apache. Cette source est un site sacré pour les Apaches, surtout pour les Chiricahua. Nous pensons que notre peuple est sorti de l'eau à cet endroit. Yusen, Okka, Aihanataje, Hayago, Onaithayu, Hadag, Hayago, Onaithayu, Hadag, Okka, Aihanataje, Hayago, Onaithayu. Le peuple Apache est profondément spirituel. Pour tout ce que nous faisons, nous prions. Nous invoquons les éléments, l'air, l'eau, la terre. Alors à chaque fois que nous allons dans un lieu sacré, nous voulons l'approcher avec respect. C'est pourquoi nous prions. C'est ce que nous faisons, nous les Apaches, en particulier dans un endroit comme celui-là. Aujourd'hui, une nouvelle vie commence dans ma famille. J'ai une petite fille qui est née tôt ce matin. Elle est le prolongement de cet endroit. C'est une petite Apache. Et je ferai en sorte qu'elle le sache. Je l'amènerai ici. D'abord, je la laisserai jouer dans l'eau. Et ensuite, je lui raconterai son histoire pour qu'elle sache d'où elle vient et pour qu'elle sache qu'elle aura toujours une famille. Un jour peut-être,
une descendante d'Apache viendra à son tour se recueillir devant cette source sacrée. Elle se souviendra que sa grand-mère, une femme au destin hors du commun, était venue chanter ici le matin de sa naissance. Le Rio Grande fascine les amateurs de sensations fortes et de nature. Vers ce fleuve légendaire semble converger tout ce que l'Amérique compte d'hommes et de femmes libres, de sportifs barjots et de doudingues. Ils attendaient ce moment-là depuis des mois. Tombés dans les massifs du Colorado et sur les plateaux du Nouveau-Mexique, les pluies d'automne ont enfin gonflé les eaux du Rio Grande. Aujourd'hui, le fleuve a la furie d'un torrent de montagne. Pour cette communauté de kayakistes, la saison peut commencer. Pour eux, la région de Taos, au nord du Nouveau-Mexique, est un paradis. C'est là que vit Sarah. Aaron est le mari de Sarah. C'est le kayak qui les a réunis il y a plusieurs années. Depuis, ils partagent le même goût de l'extrême et un amour sans fin pour le Rio Grande. On y est, Sarah. On va descendre les kayaks un par un. Je vais descendre le mien d'abord. Ensuite, le tien juste là, en bas de la première falaise. Là, c'est un peu compliqué. C'est souvent un défi de sortir du canyon parce que l'eau est trop haute ou trop basse. Ou alors il y a un tronc d'arbre qui bloque. Ou encore c'est parce qu'il fait nuit. C'est pas simple de sortir de ces gorges, mais aujourd'hui, on va essayer d'y entrer. Okay, Aaron, I'm ready for the kayak. Quand l'approche est difficile, tu sais qu'il n'y aura personne en bas. Souvent, l'aventure commence avant la rivière. Oui, aujourd'hui, c'est pas simple de descendre à la rivière. Il y a de la pente, ça glisse, c'est une longue descente. Mais c'est un raccourci pour atteindre directement les rapides sans avoir à pagayer pendant des heures. Bon, alors on descend ou pas ?
Ça paraît souvent facile. Les gens pensent qu'ils peuvent le faire parce qu'on donne cette impression. C'est super, parce que j'aime être une source d'inspiration. J'ai la chance de donner l'envie aux autres de naviguer en kayak et de vivre cette expérience. Mais ça reste beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. La descente en eau vive est un sport dangereux. Le fleuve a ses caprices, et pour s'y aventurer, mieux vaut repérer les passages difficiles, comme un pilote de rallye. Dans le monde du kayak, on dit souvent quand tu fais un repérage, plus tu regardes longtemps le rapide, plus tu sais que ça sera difficile à franchir. Et là, j'ai peur d'en baver. Anna a 10 ans. La fille de Aaron et Sarah baigne dans les eaux du Rio Grande depuis son plus jeune âge. Cette petite tribu vit grâce à la passion du kayak. Sarah est instructrice. Et quand le niveau du fleuve est trop bas, la famille change d'hémisphère et s'installe en Patagonie. 6 mois par an, durant l'été austral, ils forment de jeunes kayakistes chiliens. Là, on arrive à ce spot où, quand j'étais enceinte d'Anna, à 2 semaines de l'accouchement, j'étais dans un kayak, on pagayait avec des copains. Et là, Anna a décidé d'annoncer son arrivée et j'ai eu mes premières contractions. Et aujourd'hui, ma fille est là et on navigue ensemble. C'est un jour vraiment spécial. C'est vraiment une sensation extraordinaire. C'est la première fois qu'elle passe sur ce rapide. Elle s'en est super bien sortie. La rivière, c'est comme un être humain. Elle a tellement de personnalité. Elle fluctue. Elle est agitée. Calme. Elle monte très haut, elle descend très bas. C'est un être vivant. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des rivières sur toute la planète. Ça donne un sens à la vie de vouloir explorer les fleuves du monde. Aux premières lueurs, Sarah a rendez-vous avec son ami Chris. Il est pilote d'ULM. Ce matin, il s'offre un survol des gorges du Rio Grande. La région de Taos agit comme un aimant auprès des amateurs d'immensité. Ceux qui ont choisi de s'y installer vivent au plus près de la nature, été comme hiver. Réputé pour le kayak, c'est aussi un des meilleurs endroits pour skier aux États-Unis.
L'année dernière, j'ai fait un rêve où je volais vers les gorges. Je virevoltais par-dessus. C'était le lever de soleil. J'en ai parlé à Chris. Je lui ai dit, Chris, j'ai fait ce rêve. Je l'avais vu voler la veille et j'ai réalisé qu'il vivait mon rêve. Vraiment. Pour les spécialistes du fleuve, la zone de Taos est la plus spectaculaire. Des dizaines de westerns ont été tournés dans ce décor majestueux. Le Rio Grande fait partie de l'imaginaire de tous les Américains. Il s'écoule sur plus de 3000 km et en aval, il forme une frontière naturelle entre les États-Unis et le Mexique. C'est tellement calme là-haut. C'est apaisant. L'air est plus chaud. Et c'est très tranquille. C'est superbe, majestueux. Taos, la terre magique. Depuis des millions d'années, l'eau et la roche se livrent une lutte incessante dans les gorges du Rio Grande. C'est dans ce combat et dans la puissance de l'eau que Sarah trouve son équilibre. Avant chaque descente, elle se prépare à donner toute son énergie pour faire corps avec le fleuve. C'est là qu'elle trouve le moyen de vivre au contact d'un monde brut, tumultueux et toujours en mouvement. Pour Sarah, c'est le moment de s'engager et de braver seule les caprices du Rio Grande. Ce qui est bon dans le kayak, c'est que les rapides se succèdent. La vie, c'est comme le kayak. Il y a des sommets, des vallées, parfois tu vois le bout, et parfois pas du tout. Parfois tu as peur, et puis tu reprends confiance. Tu ne sais jamais ce qu'il y aura au prochain virage. Même sur les rivières que tu connais, parce que la rivière change. Quand la nature m'entoure, que je suis seule dans mon kayak, j'aime l'idée de flotter sur l'eau parce que je sais qu'il y a un monde en dessous et un autre au-dessus. Et je suis juste sur cette frontière, sur cette ligne. Pour moi, quand je descends la rivière, elle emporte tous mes problèmes. Et ça me fait réaliser que les petites choses, comme les grandes, rien n'est vraiment important. Il faut juste prendre la vie comme elle vient.
James est un extraterrestre. Sur son skate, il joue avec l'existence, s'amuse avec des courbes et esquisse jour après jour des arabesques sur les routes du Nouveau-Mexique. Pour lui, ce sport n'en est plus un, mais plutôt un ultime clin d'œil au terrien. Sur sa planche, James atteint l'équilibre parfait, l'absolu du trapéziste et du funambule. Le longboard, c'est vraiment bon parce que ça me permet de me connecter avec la nature. Les deux vont ensemble parce que les routes que je veux descendre, les longues routes, rapides, techniques, débutent tout au sommet des montagnes. James s'approprie les routes de montagne qui descendent vers les grandes plaines. Il rêve de celle qui le portera jusqu'au bout du monde, une route sans fin. Il glisse sur le ruban d'asphalte et le transforme un instant en œuvre d'art invisible et éphémère. Je suis juste sur cette limite. Soit les roues dérapent, soit elles accrochent le bitume. Je sens l'instant où les roues décrochent. Je sais qu'elles vont glisser et là je bascule sur le virage suivant. C'est une sensation incroyable. C'est là que tout se passe. C'est toute la beauté du skateboard. Il y a un moment où tu ne veux plus descendre de petites collines. Tu veux juste une montagne géante, rapide avec des courbes à 180, complètement dingues. Des virages en épingle que tu passes à fond. En plus, ces routes de montagne sont désertes. Elles sont vraiment splendides. James vit à Albuquerque, la plus grande ville du Nouveau-Mexique. Une fois par an, des milliers de fous volants de toute la planète débarquent dans sa ville. La Balloon Fiesta d'Albuquerque est le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Chaque matin, 500 ballons illuminent le ciel du Nouveau-Mexique. À terre, s'activent 3000 passionnés. Parmi eux, James le rêveur. Tout le monde à Albuquerque et au Nouveau-Mexique connaît la Balloon Fiesta. C'est un super événement. Le matin, j'arrive tôt pour aider les pilotes de montgolfières à replier leurs ballons. C'est toujours une bonne expérience. À chaque fois, je rencontre des gens sympas et intéressants. Je suis vraiment fier de ma petite ville. S'il existait une route entre le ciel et Albuquerque, James la dévalerait sans retenue. Il aurait pu être danseur ou funambule, mais c'est dans la pureté de la vitesse qu'il cherche ses limites. Cette quête de liberté n'a rien à voir avec les contraintes imposées par un sport. Le skate est juste un prolongement de lui-même.
Personnellement, je considère que c'est de l'art. Parfois, ça ressemble à une chorégraphie. Il y en a qui descendent la route avec tellement de style qu'on a l'impression qu'ils dansent. C'est certain, c'est un art. C'est difficile, et pour être bon, il faut du style. Les montagnes du Nouveau-Mexique cachent des trajectoires bien à elles. James les traque et leur donne un nouveau sens. Dans son univers, ces routes ne servent pas qu'aux voitures. Le skate extrême est à peine toléré aux États-Unis. James est un rebelle du bitume et un hors-la-loi aux yeux des shérifs de la région. Au bout d'un moment, il y a des routes que tu connais par cœur et tu sais comment il faut les passer. Elles font partie de toi et tu risques de t'en lasser. Alors tu recherches d'autres descentes et là, de nouveau, tu te fais peur. Tu as une bonne montée d'adrénaline. J'aime les nouvelles routes. À 2000 mètres d'altitude, dans le nord du désert de Chihuahua, James vient repérer le passage d'un col de montagne. Le virage là-bas est bien serré. Il est à 180 degrés. Mais si je ralentis un peu avant, ce ne sera pas si terrible. Je pense que c'est l'un des passages les plus difficiles, de gauche à droite. C'est une chicane vraiment pentue. On enchaîne 2 virages à 90 degrés. Le sport roi à Albuquerque, c'est le rodéo. Un art tout aussi dangereux que celui de James. Enfant, il a toujours entendu résonner les cloches du corral, mais il n'a encore jamais osé défier un taureau. Tu veux m'aider? Alors tu te mets là-bas. Et surtout, tu me maintiens bien. Comme ça, si le taureau fait une ruade, tu me tiens bien, hein? Aujourd'hui, le skateur a retrouvé son ami Jonathan, un jeune Mexicain qui s'entraîne à la veille d'une compétition de rodéo. C'était dingue, vraiment effrayant. Ça a été? Ouais, ça va. Le taureau était trop explosif. J'ai essayé de rester le plus longtemps possible. Mais c'est qu'un entraînement. Alors j'essaye de ne pas me faire mal avant le prochain rodéo. Aujourd'hui, le rodéo est un sport extrême. Les gens qui font ça, c'est comme les skateurs qui recherchent des sensations fortes.
C'est nos racines. On a été élevés comme ça, on a grandi avec le bétail. C'est notre style de vie. C'est le genre de choses, une fois que tu l'as dans le sang, tu ne peux plus t'en passer. On ne fait pas d'argent, mais au moins on fait ce qu'on aime. Bon alors gamin, tu restes penché en avant le plus possible. Si tu pars sur le côté, tiens le coup. Donne du mot à la corde et serre les jambes. Vas-y petit gars, tu vas y arriver. C'est parti. Quand il fait une ruade, tu te penches en arrière et quand il redescend, tu pousses. Ensuite, tu reviens en position. C'est bien, t'as rien lâché. Je veux essayer un petit taureau, juste pour rigoler et voir comment ça se passe. Je suis curieux de voir ça. Bon, il faut que j'enlève mon téléphone de ma poche. Oui, enfin cet animal, il a quand même des cornes. C'est quoi son petit nom? Kao. Super. Et dire que toi, tu fais ça sur des gros taureaux? What do I wish for in my life? Qu'est-ce que j'attends de la vie? I don't really want a whole En fait, je n'en lot. demande pas trop. I just want to Mon rêve, ça serait de vivre dans une cabane dans les bois, juste à côté d'une immense route de montagne. huge mountain road and I just want to skate and Je voudrais faire du skate jusqu'à ce que je ne puisse plus. You know, I always want to be Je veux learning progresser encore et at the encore. same time, but really I just En réalité, tout ce que je veux, want to be c'est suivre ma passion pour le reste de mes jours following my passion et de pouvoir en for vivre. the rest of my life and be able to pursue that and live comfortably. That's all I want. C'est tout ce que je veux. Acrobate de la route, James a trouvé son équilibre sur la planche. C'est un rêveur audacieux et un jeune homme libre. Il dévale les montagnes à tombeau ouvert. Dans son âme flotte la folie et le bonheur de ceux qui n'ont besoin de rien d'autre que la vraie passion. Celle qui remplit toute une vie. À 24 ans, James est une future légende du longboard. Il compte parmi les meilleurs skateurs de cette nouvelle discipline. Devant sa planche, à pleine vitesse, sa vie et la route se réinventent à l'infini.